Au rythme de la maladie, une expérience sonore en 5 temps, orchestrée par des universitaires en master de psychologie clinique. Volet cathartique, première partie. La musique est-elle un moyen d'expression libérateur? Catharsis vient du mot grec qui signifie purification, évacuation. Déjà, dans l'Antiquité, Aristote se demandait si la musique pouvait avoir un effet sur l'âme, sur la psyché humaine. Plus précisément, il s'est rendu compte que par représentation mimétique, la musique était capable d'agir sur la psyché en provoquant des états émotionnels importants en lien avec notre histoire de vie. La catharsis serait ainsi directement suivie par un plaisir tragique, un soulagement, un sentiment d'allègement, de libération. Elle est définie comme la transformation des émotions pénibles en une expérience agréable. André, une résidente d'un EHPAD participant à des séances de musicothérapie. Séance de musicothérapie qui dure quand même. Robert, elle pleure pas son temps, hein, parce qu'elle est là à 3h30 et ça dure toujours jusque vers 5h. Eh bien, ça m'apporte une sorte de bien-être, de repos, si j'ose dire. Enfin, je me sens bien après une séance de musicothérapie. Ce bien-être ressenti par André, nous le retrouvons dans beaucoup de témoignages et d'articles sur le sujet. Par exemple, dans le livre de Goodman en 2007 sur la musicothérapie de groupe auprès des enfants, nous retrouvons cette idée que la musique permet un bien-être, une libération émotionnelle, pulsionnelle même, qui doit être ensuite retravaillée, réutilisée par la personne qui la vit. Plus précisément, la personne doit être capable d'utiliser ses capacités cognitives afin de comprendre, d'expliquer cette libération émotionnelle, le thérapeute l'accompagnant dans cette démarche. Pour mieux comprendre cette notion de décharge émotionnelle, voici le témoignage de Christine Mérienne, musicienne et chanteuse, nous donnant un exemple d'une émotion forte vécue lors d'une expérience musicale. Exemple d'émotion vécue personnellement en tant que public. Récemment, j'ai une amie qui a monté un mini concept de concert individuel. C'est-à-dire, comme on peut plus se réunir à beaucoup de personnes, on invite quelques amis, donc une poignée. De toute façon, elle ne peut pas le faire trop longtemps parce que c'est épuisant, donc elle fait 20 minutes par personne. Et pendant ces 20 minutes, il y a quelque chose autour de la poésie, en plus en allemand, parce qu'elle est allemande, donc des textes du XVIIIe siècle, je crois, qu'elle chante vraiment à l'oreille, c'est-à-dire elle se met derrière vous, elle a un bol tibétain qu'elle fait vibrer, et puis elle chante tout doucement. Et, et alors là, moi j'ai pleuré, j'ai tout vidé. Ça m'a vraiment touchée. Je ne sais pas ce que ça a réveillé, mais ça touche des zones très sensibles. Et puis voilà. Bon, chez moi, ça va très vite. Ça se transforme très vite en larmes. Donc, mais c'était très très fort. Et les autres personnes qui ont vécu ça dans l'après-midi étaient aussi très très fortement touchées, sauf une. Voilà. Une personne assez, je dirais, un peu égocentrique, qui a été moins touchée. Voilà. Qui était plus peut-être intriguée. La musique peut stimuler les émotions. Partant de cette même observation, plusieurs auteurs comme O'Donoghue et collaborateurs en 2020 se sont interrogés sur le fait d'utiliser la musique dans le soin pour travailler sur la régulation émotionnelle et pour accompagner les individus dans l'expression de leurs émotions et de leurs souffrances. Ulysse Arago, musicien. Bon, j'étais avec
mon collègue violoncelliste. On jouait, donc un mec qui fanfaronnait. Le mec qui avait l'air un petit peu donc bien bâti, cinquantaine, bien bâti, c'est un peu costaud, mais qu'est-ce que vous jouez? Ah ouais, je connais. Vous n'avez pas la partition? Non, le mec qui voilà, on se la raconte un petit peu et on joue du coup. C'est plein de petites pièces. Il avait l'air bien, donc les pièces majeures, mineures, enfin tristes ou joyeuses. On adapte un petit peu. Puis bon, pour varier un petit peu aussi pour nous, le truc qu'on n'a pas trop joué, une pièce un petit peu qui est un peu tristoune mais très jolie, on la joue. Et puis là, il commence à mettre sa tête dans les mains et puis il s'effondre totalement. Puis on finit de jouer la petite pièce, il fait excusez-moi. Enfin, vous voulez qu'on continue? Allez-y, continuez. Et puis le gars qui 2 minutes plus tôt, il était en train de se la raconter, là, il fait hier, je me suis fait opérer, j'ai failli mourir, j'ai peur. Et ça fait un choc parce que d'un coup, là, c'est le côté, on sent le gars qui essaie d'avoir le contenance tout le temps, puis là, il a totalement tout lâché. Et puis il nous livre ça, on sait pas qui c'est, on se connaissait pas avant, on le verra plus. Et là, il y a un truc qui s'est livré plus qu'il a fait avec toutes les infirmières, les médecins qui l'ont vu, qui sont censés s'occuper de lui H24. Et donc ça fait vraiment, voilà, c'est un rapport très, des moments de vie, voilà. Jusqu'ici, nous avons vu beaucoup d'exemples d'émotions qui pourraient être dites négatives, comme la tristesse et la peur, mais la décharge émotionnelle peut également concerner des émotions plus positives. Claire au père, extrait de Madame Azaro. Le son du violoncelle amorce son ascension vers les aigus et la plonge dans une véritable jubilation. Je ressens si fort en sa présence ce mouvement d'oscillation que nous portons tous entre l'évidence de la mort à venir et un désir d'existence sans limite. La musique peut donc rendre vivant, réveiller quelque chose qui parfois paraît endormi, éteint. Cela suit également le témoignage d'André, qui, juste avant notre entretien ensemble, nous expliquait comment la musicothérapie ranimait parfois en elle des sensations, des souvenirs oubliés. Ulysse Arago, Le lien direct, là, le moment où on a un retour très sincère, très vrai, ce sont des personnes qui justement sont en hôpital, ont leur vécu, alors soit ils connaissent la musique, soit non, soit ils fanfaronnent. C'est de la personnalité vraiment qu'il a parce que du coup, c'est le côté impressionnant, ils vont essayer de jouer un peu un rôle pour pour se donner une contenance. Et de voir, soit il continue à fanfaronner, soit il s'effondre parce que d'un coup, il se passe quelque chose. Et puis, et là, on a vraiment voilà. On n'est pas le rapport bravo monsieur, merci, puis on salue et tout ça. C'est un rapport, on vient pour les gens, et puis de la sincérité, du vrai. Et là, c'est vraiment très très différent. Cette authenticité permet alors de comprendre les différences interindividuelles dans l'expression émotionnelle face à une même musique. Emmanuelle Carrasco, psychologue clinicienne et musicothérapeute, nous explique comment cette expression de la souffrance, des émotions, varie et dépend des individus. L'expression de la souffrance, dans ces cas-là, elle arrive facilement ou des fois il y a des difficultés de verbaliser, de mettre des mots sur des émotions. Ouais, ça dépend des patients. Oui, il y a des fois, ça peut être très difficile. Par contre, on va avoir des patients qui peuvent avoir la larme à l'œil, ou des patients très agités, être très tranquilles et s'enrouler dans une couverture pendant l'écoute. Au contraire, des patients assez calmes qui vont s'agiter. Dans le non-verbal, on observe plein de choses aussi. Plein de choses. Et donc moi, mon travail, ça va être d'observer, de leur en dire quelque chose à un moment donné. Tiens, je vois que ton corps, là, il y a quelque chose d'une tension. Ouais. Cette différence dans l'expression des émotions, nous la retrouvons également chez l'individu lui-même, dont la sensibilité varie selon les musiques et son évolution dans le temps. Agnès Buffard, musicienne. En fait, ce qui est bien dans la musique, c'est que, ce qui est beau dans la musique et je pense, dans toute forme d'art, c'est que il y a plusieurs manières de ressentir les choses et de les interpréter.
Il n'y a pas une bonne et une mauvaise interprétation. Et c'est en ça où il y a une forme de dialogue et de liberté aussi à avoir vis-à-vis de l'art, vis-à-vis des artistes aussi, mais vis-à-vis de l'art et la manière dont on ressent. C'est pour ça que vous verrez jamais rarement à côté d'un tableau, par exemple, une explication, ce que le peintre a voulu dire, faire, etc. Et quand vous demandez à des... ça m'est déjà arrivé de demander à des peintres, mais qu'est-ce que tu as voulu dire c'est presque une offense, quoi. Parce qu'il l'a dit, il y a juste à regarder. Et après... Et après, ça chacun de se laisser toucher, en faisant résonner cet art, en le faisant résonner avec son histoire, sa personnalité, le moment. C'est pour ça que l'art a toujours quelque chose de vivant. Parce qu'on peut, là, la musique de Sherazade, par exemple, moi, je l'ai travaillé pendant très longtemps pour arriver à donner ça en concert plusieurs fois. Mais aujourd'hui, quand je réécoute l'œuvre, quelque part, Sherazade a fait un chemin différemment en moi, et pas parce que ma technique s'est améliorée ou détériorée, mais parce que c'est un autre contexte, parce que moi j'ai évolué aussi depuis, j'ai changé, et que la musique, je peux pas l'enfermer je peux pas enfermer la musique en moi. Cette idée d'évolution, rapportée par Agnès Buffard, paraît ici importante, car nous sommes tous amenés à évoluer au cours de notre existence, à revivre certaines émotions faisant écho au passé, à travailler sur celles-ci, et en ce sens, notre rapport à la musique, voire à certains genres de musique, évolue. C'est pourquoi certaines musiques vont venir nous toucher à un temps donné, à un moment de notre existence où nous nous sentons proches d'elles et où nous en avons besoin. C'est également ce que nous explique Jouka Tervo en 2001 dans son article sur la musicothérapie auprès des adolescents, pour qui certains styles de musique, comme la musique rock ou le rap, peuvent toucher plus facilement les adolescents et plus en profondeur que les mots, et leur permettraient de se connecter à leurs émotions, sentiments, désirs, tels que l'amour, la solitude, la colère, la honte et la sexualité. Certains genres de musique sont également plus à même de nous faire ressentir certaines émotions. Christine Mérienne. On n'a pas du tout la même émotion en écoutant un concert de rock ou de jazz ou un concert, je sais pas, écouter un chœur par exemple, un chœur dans une église, si le chœur est bon, hein, parce que mais voilà. Ou un bagad même, bagad en extérieur, c'est très très fort ce que ça procure comme émotion. Enfin moi je peux me mettre à pleurer en écoutant des musiques comme ça, et je sais pas pourquoi je pleure. C'est pas, enfin pour le bagad en l'occurrence, c'est pas parce que c'est beau ou que j'aime ça particulièrement ou que ça me rappelle quelque chose, parce que je suis pas bretonne, mais ça me remue. Le fait que la musique remue, qu'elle provoque quelque chose qui parfois paraît aller au-delà des émotions et d'un simple souvenir qui revient, nous amène à penser qu'il y a quelque chose de plus qui se joue dans la catharsis musicale que l'expression même des émotions. Ce quelque chose, Freud essaie de nous le décrire en parlant de sublimation, d'utilisation des ressources pulsionnelles et de la fonction économique dans la psyché, au travers de cette activité créatrice qu'est la musique. Pour lui, la musique partage avec le discours verbal cette dimension sensorielle sonore qui amène à une ouverture sur des niveaux plus archaïques de l'organisation mentale et ses failles. Émilie Pain, psychologue clinicienne, nous parle ainsi de vie pulsionnelle dans son travail avec des adolescents autistes. 2 questions. Comment la vie pulsionnelle des personnes autistes peut-elle s'exprimer dans le cadre de la thérapie? Et comment la musique peut avoir un rôle à jouer dans la gestion et dans l'expression de ces pulsions-là? Alors, c'est une bonne question. En plus, moi, je travaille beaucoup avec des grands ados. Quand j'avais fait mon master recherche, j'avais travaillé plutôt avec des petits et là, depuis que je suis à l'IME, je travaille plutôt avec des grands ados. Donc, la vie pulsionnelle, elle prend un sens tout particulier avec la puberté. Donc, processus physiologique,
quand même, voilà, bien spécifiques et moi, ce que je rencontre, c'est vraiment des manifestations pulsionnelles sexuelles très, très expressives, qu'il n'est pas toujours facile de comment dire? Enfin, je vais pas dire d'accepter parce qu'elles sont là et c'est le lieu de l'expression aussi, mais c'est pas toujours facile de savoir quoi en faire. Parce qu'en fait, il peut y avoir une excitation très, très, très forte qui a des fois du mal à redescendre et on est contraint par, le temps, par la réalité. Donc il y a des moments, voilà, faut pouvoir à certains moments, se quitter si possible sans se casser la figure de trop haut, en fait, en termes, vraiment d'excitation. Ce trop-plein d'excitation, Edith Lecourt, en 2014, nous l'énonce également dans son livre La musicothérapie, en expliquant que notre psychisme n'arrive pas toujours à contenir l'effet des stimulations sonores et que cela peut provoquer une sorte de transe, voire de sidération, qui peut se manifester par des passages à l'acte, des pertes de contrôle parfois dangereuses pour l'individu et son entourage. C'est pourquoi, d'après l'auteur, et comme bien illustré par Émilie Pain, il est important de pouvoir, certes, utiliser le plaisir dans la musicothérapie, mais dans un espace assez contenant et avec un cadre de travail tel que ce plaisir est utilisé dans le sens d'un changement souhaité. Émilie Pain. Par exemple, j'ai en tête un jeune homme qui, lui, avait vraiment comme caractéristique alors il ne parlait pas, mais il avait vraiment une utilisation de sa voix en séance qui était vraiment une expulsion vocale permanente. Enfin, voilà, c'était comme s'il fallait qu'il vide, qu'il vide, qu'il vide, qu'il vide et c'était sans fin, cette voix et il utilisait notamment un micro. Donc moi j'étais un peu aussi un peu maso, je pense, parce qu'il y avait en plus le doublement du micro. Donc, on était souvent saturé de sa voix qui était très, très, très intense, comme des appels en fait sans fin. Donc, c'était des séances groupales et avec ce jeune homme, on pouvait aussi travailler à plusieurs. Donc, moi, j'étais au violoncelle, puis il y avait d'autres instruments qui étaient joués à côté. Et lui, donc, lui, son instrument, c'était sa voix et donc le micro. Et on pouvait voir à certains moments que tellement mis en vibration en fait par ce qu'il y avait autour de lui, par le jeu groupal, le jeu sonore groupal, il y avait toute une rigidification, alors une tonicité du corps qui venait de se doubler, vraiment d'érection qui était massive. Et il était vraiment tout en tension et il était même complètement débordé par cette tension dont il ne savait pas trop quoi faire. Et c'était vraiment là en lien avec, c'était des manifestations qu'il n'avait pas par ailleurs, hein, mais du coup, là, c'était vraiment en lien avec cette façon de se saisir, hein. Enfin, pour moi, il y avait une autosaisie pulsionnelle aussi, grâce à l'expression de sa voix et de sa voix prise dans le vibratoire groupal. Emmanuel Carrasco. Sur les aspects pulsionnels, bon, il y a surtout l'agressivité, la pulsion agressive et la pulsion sexuelle. Donc, autour de l'agressivité, ça c'est super que ce soit en jouant. Si je mets des instruments bien solides, il y a vraiment toute cette possibilité de se défouler, de transformer l'agressivité, de jouer avec. On part du matériel brut, hein, pour essayer de le transformer. Qui concerne l'écoute musicale, c'est super parce que là, on a tellement de textes qui utilisent des mots crus, qui racontent des choses graves. En plus, des fois, j'ai des ados qui eux-mêmes ont un vocabulaire ordurier mais par exemple, en séance avec moi, des fois, ils me disent « Oh, j'ose pas parce que là-dedans, il y a beaucoup de gros mots. » Je dis « Si, tu peux y aller, on y va. » Voilà, même à chanter des choses. Ça, c'est des discussions des fois qu'on a entre musicothérapeutes. On n'est pas toujours tous d'accord là-dessus. En tout cas, moi, avec les adolescents, c'est quelque chose que je fais sans problème. On est dans le cadre du soin. Hein, moi, je soutiens l'expression jusqu'au bout. Et ça permet, sur les aspects pulsions sexuelles, il y a aussi toutes les histoires d'amour, toutes les choses un peu interdites. Ça, alors c'est surtout à partir pour moi, des textes de chansons qu'on peut travailler ça. Ouais. Donc, vous leur demandez d'apporter eux-mêmes, Ou moi, je leur en propose. Voilà. Ou moi, je leur en propose. D'accord. Tout à fait. Ouais.
quand ils sont en capacité de supporter que je leur amène quelque chose. Mais rapidement, au bout de la 2e séance ou 3e, souvent c'est possible. Ouais. Une fois que l'alliance est créée, ouais. Des fois, je leur dis dès le début, je dis voilà, le cadre, ça va être ça. Tu m'amènes une musique, je t'amène une musique, si c'est possible pour toi. Ça sera pas dans tes goûts musicaux forcément. L'idée, c'est pas de dire j'aime pas, c'est qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir. Donc, ouais, je leur explique le but en fait. C'était Au rythme de la maladie, un podcast des étudiants de master en psychologie clinique à Nantes, avec les voix de Anne Ramos-Figuel, Selma Zeréhuil et Prosper Gauthier. Intervenants André, Christine Mérienne, Ulysse Arago, Emmanuel Carrasco, Agnès Buffard et Émilie Pin. Encadrement par Margot Leborgne et soutien de l'association Psycli. Musique de transition à la harpe, comme extrait de la chanson Harpe tu me happes de Christine Mérienne. Merci pour votre écoute. Tu me happes, je t'attrape, je t'échappe.